Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la Procédé Critique, je vais vous parler de la troisième adaptation cinématographique, et oui, n'oublions pas le sixième sens Manhunter de Michael Mann, de la saga Dragon Rouge, Hannibal Lecter, tout ça, enfin vous connaissez, et la suite directe du Silence des Agneaux dont j'ai parlé il y a quelques semaines pour la 2300e, Hannibal, qui est aussi donc une adaptation directe d'un livre qui s'appelle Ainsi, et qui est sorti après le film Le Silence des Agneaux et peu avant l'adaptation filmique ici. Faut me suivre, c'est pas facile. Bref, Hannibal 2001, réalisé par Ridley Scott. Et il me semble bien que c'était le dernier Ridley Scott que je n'avais pas abordé sur la chaîne. Oui, comme ça je suis complet. Avant la sortie de Gladiator 2. Et donc, étant à l'époque un grand fan du Silence des Agneaux, quand j'ai appris cette suite et que ça sortait sur Canal+, j'ai été surpris d'abord de ne pas retrouver Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling. Non, elle est remplacée par Julianne Moore. Par contre, Anthony Hopkins est à nouveau présent, peut-être un peu plus à l'écran quand même, dans, on va dire, l'icône du mal psychologique, Hannibal Lecter. Citons aussi les présences de Ray Liotta, le regretté, Gary Oldman, méconnaissable, et d'ailleurs qui n'est pas crédité, il me semble, du moins pas au début du film. Retour par rapport au précédent métrage du personnage de Barney, interprété par Frankie Air Faison, et quelques personnalités du cinéma italien, telles que Giancarlo Giannini ou encore Ivano Marescotti. Ce dernier, il avait joué dans le talentueux Mr. Ripley, que j'avais découvert un peu avant, et m'avait marqué dans un rôle de flic. Là, c'est le bras droit d'un méchant. Et parce que dans ce film, il y a un méchant qui va combattre un méchant, enfin... Je vais revenir sur un synopsis très simple, parlons-en maintenant. Ça se situe, je crois, 10 ans après les événements du Silence des Agneaux. C'est raccord, quoi. Et Clarence Sterling a certes gravi les échelons du FBI, mais elle est fatiguée. On sent qu'elle est un peu obsédée depuis donc, toutes ces années par ce Hannibal Lecter qui est quelque part dans la nature. Et un beau jour, elle va mener une mission qui va mal se terminer. On le voit dès le début, c'est très scottien, ça. Ambiance lutte contre le terrorisme ou contre les barons de la drogue, là. Une femme avec un bébé. Le problème, c'est qu'il y a un agent qui décède. Et alors que c'est pas elle qui a pris la décision, elle voulait pas intervenir, mais bon, il y a un homme qui a voulu prendre le dessus. C'est un peu l'histoire de Clarence Sterling, ça. Eh bien, elle va être tenue pour responsable et devoir faire amende de cela. Et elle va être appelée, malgré elle, à collaborer avec un riche milliardaire du nom de Mason Verger, qui est complètement défiguré, qui s'avère être la seule victime laissée en vie par Hannibal Lecter. Et ce Mason Verger, bon, on sent qu'il a beaucoup de pognon certes, mais qu'il a fait beaucoup de mal, agresseur d'enfants. Et il a été immunisé par peut-être son pognon, oui, probablement, mais il est en liberté. Et il veut à tout prix la peau de Lecter, enfin le retrouver. Peut-être pour lui faire subir une vengeance assez particulière, je reviendrai sur ce point en zone spoiler. Et donc, comme Verger a conscience que Clarice Sterling et Lecter ont une relation particulière dans le Silence des Agneaux, eh bien, elle va être utilisée pour retrouver la trace de Lecter, en plus qu'il envoie une lettre, tout est lié de toute façon, à Sterling quand il apprend que celle-ci a été un peu écartée du FBI, enfin, a été prise à partie, on le voit dans les médias. Et pendant ce temps, Lecter, il se la coule douce, sous le nom du Dr. Fell, du verbe fall au passé, un peu comme l'ange déchu, tel un Lucifer psychologico-élitiste et avec cet art romantique qui le représente bien. Il est à Florence, il réalise ici un rêve, parce qu'il voulait une vue sur quelque part, et notamment envoyer un de ses tableaux de Florence là, dans sa cellule, dans le premier volet. Et il est là-bas, donc ni vu ni connu, incognito. Sauf qu'évidemment, tout va être remis au goût du jour indirectement, et un policier local, Pazzi, va essayer de l'arrêter, seul, par avarice. Donc tout ceci va se mélanger, et on va faire en sorte que, peut-être on retrouve le sommet, le duel, pas duel justement, entre Clarice Starling et Hannibal Lecter, et tout ceci n'interviendra que dans la deuxième partie du film. Je crois que c'est après 1h15 d'un film qui fait 2h10, qu'on les voit enfin communiquer, et même pas en face à face. Et évidemment, quand je l'avais découvert à l'époque, j'ai toujours aimé le film, en fait, attention, c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'avait capté de suite, mais forcément j'ai été désarçonné, pas parce que c'est différent du Silence des Agneaux, tant mieux j'ai envie de dire,
mais parce qu'il n'y avait pas Jodie Foster. Mais passer outre, dès le deuxième visionnage, tu te dis déjà d'une que Julianne Moore fait super bien le travail, et que ça fonctionne quand même parce qu'il y a une ressemblance, peut-être, un peu. Et bon, il y a toujours Anthony Hopkins également. Il y a un Ray Liotta détestable et un Gary Oldman encore plus détestable, tout ceci, pour continuer à avancer thématiquement sur le premier métrage sur un point, c'est Clarice Starling, seule contre les hommes. Et toujours, même si elle a monté les échelons, là ce supérieur joué par Ray Liotta qui veut vraiment... il a ce côté miso, hein, absolu, parce que il a été conduit par elle, on le sent, le temps d'un dialogue. Il est un petit peu homophobe aussi, enfin, il y a tout ce qui dit pas ça. Mais alors, vous avez surtout ce personnage du milliardaire, Mason Berger, Gary Oldman extraordinaire, hein, évidemment, comme souvent, et qui est le mal absolu. Encore plus que Lecter, enfin, ou pas, les deux sont le mal. Mais Lecter, lui, il a bouffé ce gars, enfin, il l'a pas bouffé. Il sait, agresseur sexuel d'enfants et tout, bon. Il a même, il lui a fait arracher son visage pour le donner au chien, voilà. Mais il l'a pas tué, il a voulu lui le condamner à une éternelle souffrance, peut-être. Il y a cette idée-là, et du coup, c'est passionnant, parce que vous avez donc Hannibal Lecter, qui est le tueur, psychopathe, tout ce que vous voulez, mais quand on connaît le premier film, on sait que c'est un peu plus subtil, même si ça reste un tueur. Vous avez Clarice qui essaye de continuer à survivre et à s'imposer. Elle s'est imposée, mais elle continue, elle doit aller au-delà de son traumatisme, au-delà de cette obsession peut-être aussi. Et vous avez son supérieur, qui est clairement un salopard, et le milliardaire, qui est le mal du mal absolu de toute façon. Donc là, il se passe quelque chose, c'est que Ridley Scott, il nous propose une œuvre très très poussée esthétiquement. Il y a une forme de thriller romantique qui se met en place, puisqu'il poursuit la relation Clarice-Hannibal de façon très connotée, mais ça reste dans un romantisme absolu. C'est la ville de Florence et tout, mais pas que. Hein. Après, on sort de la ville de Florence, on revient dans un état américain, dans un endroit un peu rural, où il y a quelques cochons sauvages qui attendent des choses. Ça, je vais vite en parler. Et il y a quelque chose de très fort dans ce film, dans le rythme, dans l'ambiance. Ridley Scott, il met le doigt dessus, c'est vraiment un très bon film qui gagne encore en revisionnage et qui vieillit très bien, tel le bon vin grand cru qu'on peut servir avec des fèves au beurre et autres mets un petit peu cannibales, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça se déguste. Il met en place cette préparation, Ridley Scott. Il y a presque une allégorie gastronomique et culinaire quelque part, et ça prend son temps. Il y a des scènes qui sont magnifiques à Florence, hein, dans ce jeu du chat et de la souris, et on voit comment ce flic se fait avoir, et par avarice, se fait prendre à son propre jeu, tel son ancêtre. Il y a tout un truc là-bas, rapport avec Dante aussi, et un personnage qui s'est fait pendre les tripes à l'air parce que avarice. Donc il y a tout un truc là-dessus, c'est super bien géré. Et même si c'est une intrigue très secondaire, ça montre la force aussi de Hannibal Lecter qui sait mais lui-même écrire sa légende, j'ai envie de dire. Ridley Scott, il se régale de cela. Hein, et ça lui monte au papy comme cela, et il fait de ce personnage une icône absolue. Alors déjà, dans le premier, c'est ça, mais là, voilà, avec la classe en plus, entre guillemets, du fait qu'il se soit muet en tant que conservateur d'un musée, tout ça. Génial. Alors, ça, c'était peut-être dans le bouquin aussi, que je n'ai pas lu, mais je crois savoir que la fin du livre est encore plus sulfureuse que la fin de ce film-là. Et donc, bien sûr, Clarice, toujours, alors là, femme forte, mais qui en impose, et tous les mâles autour d'elle. Il y a à part son assistant à un moment, là, mais sinon, et à part Lecter, personne ne la respecte vraiment, ou la réduit en tant que femme, ou même fantasme sur elle. Lecter, à sa façon aussi, entre guillemets, fantasme sur elle, peut-être, mais bon, ça c'est... Et il y a aussi ce moment où elle est au téléphone avec un policier italien, et il la dessine à poil, il y a un moment, vous voyez, là aussi, c'est la lecture féministe d'un Ridley Scott qui veut imposer ses femmes fortes dans son cinéma, et là, il a du pain béni avec Jodie Foster. Et puis toute cette composition musicale derrière, et beaucoup de thèmes classiques, dont un que Lecter écoutait dans sa cellule, il me semble, et qui est repris dès le début dans l'introduction, avec les compositions de Hans Zimmer très discrètes, et la photographie, moi je trouve exceptionnelle, de John Mathison, que ce soit à Florence ou dans cet endroit un peu rural, ou les scènes intérieures huis clos qui vont un petit peu, voilà, donner envie de manger en même temps que le film ou pas. Si vous regardez cela, ça va vous mettre, avant de manger, ça va vous mettre en appétit, ou vous faire sauter le repas, voilà, comme vous voulez. Et l'esthétique Ridley Scott qui est purement là. Des scènes aussi qui jouent avec le temps, peut-être un peu. Il y a des scènes aussi, au moment où il y a une histoire de le personnage qui est drogué, et
on superpose comme cela des trucs avec vision floue, avec la police qui arrive au loin et le piano en même temps. Le final est grandiose là-dessus. Il n'est pas que grandiose, il est assez flippant, il est drôle aussi indirectement. Donc spoiler, donc tout un délire où déjà donc le flic italien meurt, là je l'ai presque pré-shot le spoiler, je l'avoue. Les tripes à l'air bordues comme son ancêtre et comme le personnage de Dante. Ok, péché par avarice, évidemment, lui il veut récupérer la récompense tout seul au lieu de se faire aider, tant pis pour lui, hein, en même temps. Mais bon. Et oui, Clarisse et Lecter ne se revoient que très tard dans le film, et même leur première conversation téléphonique, au bout d'1h15, en dit long. Il y a moins le jeu du chat et de la souris que dans le premier film avec des indices, mais il y a quand même une scène, à un moment où elle essaye de retrouver Lecter, mais elle est suivie en même temps, elle est un peu prise entre deux eaux. Et justement, c'est ça le problème de Clarisse ici, c'est que elle sait pas trop quoi faire. Elle veut retrouver Lecter, mais bon, elle est aussi suivie par le FBI qui pourrait la prendre la main dans le sac de faire autre chose qui lui était, on va dire, autorisé à faire. Et donc, Mason Verger qui lui finit dans ses cochons sauvages. En fait, son idée à ce milliardaire défiguré et pervers, c'était de se venger de Lecter en le donnant à bouffer à ses cochons. Puisque Lecter lui a donné les morceaux de son visage à bouffer aux chiens. Vengeance absolue, et le gars qui se met dans la pénombre et tout, bon, il est défiguré certes, alors ça c'est l'aspect du monstre extérieur mais monstre intérieur aussi. Par exemple, la première fois où il apparaît auprès de Clarisse, dans la pénombre et tout, puis paf, il attend qu'elle soit proche d'elle, qu'elle soit proche de lui, pardon, pour lui montrer son visage en pleine gueule, mais elle sourcille pas, elle en a déjà vu d'autres, Clarisse. Très intéressant ça. Et puis donc, bon, il finit crevé, c'est bien sympa aussi, hein. Ça aurait pu aller plus loin évidemment, mais le montage fait dans la violence et le choc. Ridley Scott, il gère la production derrière, enfin les limites de la production avec sa malice et son art cinématographique. Et puis donc arrive la fin où le méchant aussi perverso, enfin plutôt miso et même homophobe, donc le personnage de Ray Liotta, là, le supérieur, Paul Krendler, et il est invité à dîner avec Clarisse, parce que Clarisse se fait droguer, tout ça, bon, ok. Avant, Hannibal la sauve des cochons. Toujours, il y a toujours quelque chose, hein, il l'adore. Et donc, dîner exceptionnel, sauf que oui, Paul Krendler et Liotta, il est invité et il est aussi le repas. Avec le fameux cerveau, la tête ouverte. Alors ça, ça fait toujours son effet. Et c'est particulier parce que c'est cringe. Et c'est drôle à la fois. Il y a quelque chose de bizarre. Même dans les dialogues et tout, c'est... Voilà, alors que le visage de Clarisse est assez effrayé. Et puis il y a tout un délire derrière où ils sont niés, hein, Clarisse et Hannibal. Menottes et tout, mais cette fin est différente de celle du bouquin, où ça va beaucoup plus loin. Et oui, oui. Et donc, libération quand même, mais il se coupe un bras pour elle, pour certes garder sa liberté. Je ne sais pas si ça a été traité dans un bouquin, il n'y a pas eu de film dessus, mais qu'advient-il d'Hannibal Lecter après cela? Après, je sais qu'il y a eu un préquel et l'enfance d'Hannibal, il y a eu une série aussi, bon, ça j'ai pas vu, tout ça. Mais bon, c'est intéressant de voir ce qu'il fait après. Mais oui, après, il s'en sort, il s'est coupé, sûrement, voilà, et il fait goûter la cervelle de Ray Liotta à un gamin qui est curieux. Vous vous rendez compte de cette fin quand même. C'est-à-dire que Ridley Scott, il n'a pas pu filmer la même que celle du livre, on peut comprendre pourquoi, mais, enfin, quoique, mais il va plus loin en faisant bouffer la cervelle au gosse quand même. Enfin, ça, c'est lui, je sais pas si c'est son choix ou si c'est celui des scénaristes, quand même. Il y a David Mamet qui a bossé avec Sidney Lumet ou Brian De Palma, et Steven Zaillian qui lui aussi a bossé avec De Palma, et Steven Spielberg, la liste de Schindler. Mais qui est derrière cette idée finale? Est-ce que c'est peut-être aussi dans le livre, remarqué après je ne sais pas. N'hésitez pas à dire d'où ça vient, hein, si c'est Thomas Harris dans ses bouquins ou pas. Mais en tout cas, voilà, fin marquante et culte, et avec cette esthétique, hein, comme je l'évoquais avant, le jeu de la police qui arrive, petit à petit, ce piano, ça joue sur les silences et les dialogues, et waouh! Et je ferme la zone spoiler, en fait, c'est vraiment le genre de film, vous avez peut-être eu du mal la première fois, et c'est logique, surtout avec le souvenir du silence des agneaux, logique, vraiment. Pas de Jodie Foster, tout ça. Mais en le revoyant, on oublie ceux-là, et on voit surtout que c'est très différent, et que c'était nécessairement différent du premier film. Et donc, là, peut-être au 5e, 6e visionnage quand même, parce que je l'avais sur VHS à l'époque. Je l'avais enregistré. Ben là, ouais, on voit la grandeur Ridley Scott. Et puis, voir ce film, revoir ce film-là, maintenant que j'ai fini sa filmographie, que j'en ai vu d'autres entre-temps, tu comprends le geste scottien, qui en fait une œuvre presque baroque, avec un esthétique bizarre, un romantisme, une sorte de relecture de La Belle et la Bête, mais la bête étant la bête qu'elle est victime d'autres bêtes, tout aussi vicieuse, mais plus frontalement, avec moins de psychologie. Donc presque, tu as une empathie, il faut pas...
avec Hannibal Lecter sur certains moments, quand on voit ce que l'autre a fait en face. Il joue presque au justicier à certains moments, Hannibal Lecter. C'est terrible, mais il s'en prenait à pas mal de gens qui faisaient des crimes pervers. Mais lui-même fait des crimes. Bon, bah c'est ça la force aussi d'un personnage cultissime dans l'histoire de la littérature et du cinéma. Et éternel Anthony Hopkins dans ce rôle-là. Donc oui, revoyez Hannibal, même si vous aviez eu des doutes ou des réserves la première fois, parce que c'est vraiment le genre de métrage qui grandit au fur et à mesure qu'on le revoit et qu'on se pose dessus, surtout si vous aimez le cinéma de Ridley Scott, bien évidemment. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Gladiator 2. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc, de ce film en particulier. Alors, je préfère toujours Le Silence des Agneaux pour des raisons qui me sont propres. Mais là, on n'est vraiment pas loin, en fait, avec Hannibal. Donc, il ne me restera plus qu'à voir Dragon Rouge de Ratner, le préquel peut-être aussi, la série certainement pas, parce que déjà que les séries, j'ai du mal, j'en vois plus trop, hein, pour dire la vérité. Je vais pas m'imposer une qui a visiblement pas été très convaincante. Mais en tout cas, à vous la parole, et n'hésitez pas à donner quelques précisions par rapport au livre, par rapport à la fin ici de ce film. Hein. Je vous renvoie à la zone spoiler. Allez, à la prochaine, ciao!